Bonjour à tous et bienvenue dans Plateau Foot Europe. Au menu de ce nouveau numéro, les résultats des matchs amicaux des pays représentant les majeurs. J-4 avant les quarts de finale de la Ligue européenne des champions de la Ligue Europa avec des affiches alléchantes entre autres Real Madrid, Juventus, Manchester City, Liverpool ou encore Bayern Munich, FC Séville. Nous parlons aussi des réformes intervenues au niveau des compétitions de l'UEFA pour le compte de la saison 2018-2019 et tout ça dans la première partie. La deuxième est dévolue au calendrier des majeurs qui reprennent ce week-end avec des rencontres explosives. Du classiquaire entre le Bayern et Borussia Dortmund en Bundesliga, Chelsea-Tottenham pour un air de derby en première ligue anglaise, Juventus-Milan aussi en Serie A et puis FC Barcelone-Séville en Liga espagnole. En France, c'est demain que se joue la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain sans Neymar et l'AS Monaco. Thèmes sportifs et questions des auditeurs sont également au menu. Pour discuter de tous ces sujets autour de moi, Armel Ouaba est également au studio. Bonjour Armel. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment vous portez-vous? Je vais très bien. Également à sa gauche, lui c'est Roméo Yeton, le patron de la Liga espagnole. Bonjour Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment te portes-tu? Je vais très bien. En attendant de retrouver les autres, on va également saluer Elom Adovon qui est là pour la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le Radio Sport FM tg.com et puis également dire que Fifi Asoblavi est out pour aujourd'hui. Mise en onde de cette émission Théoua Javon, je suis Angelo Folique, Plateau Foot Europe numéro 484, c'est parti. Et nous parlons de la série des matchs amicaux qui ont eu lieu en semaine dernière. On va d'abord commencer avec ce match de gala entre l'Allemagne et l'Espagne, les deux derniers champions du monde. Et c'est un match nul d'un but partout qui a quand même soldé cette rencontre-là. Bonjour Franck Dounyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment portez-vous? On rend grâce. D'accord. On va essayer de parler un peu de cette affiche Allemagne-Espagne, un but partout. On a vu une équipe d'Allemagne presque par endroits remaniée, mais c'est également la jeunesse du côté de la Mannschaft. Oui, vous savez que depuis quelques années déjà, depuis 2006, l'Allemagne s'est inscrite dans ce football, on va dire, de jeunes, qui permet justement à l'Allemagne d'avoir d'excellentes sélections. Vous allez voir qu'en 2006, ils ont échoué à la maison, c'est vrai, en demi-finale. Et puis après, en 2010, ils ont également perdu en demi-finale. Et 4 ans plus tard, ils ont gagné cette compétition. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a compris désormais qu'il fallait préparer la base, qu'il fallait s'inscrire dans le football des jeunes et ça paye. Aujourd'hui, vous verrez au niveau de la Coupe des Confédérations qu'il n'y avait eu que des jeunes joueurs qui ont participé à cette compétition, en plus de 3 titulaires, de 3 ténors, et ils ont gagné la compétition. Donc, j'allais dire que c'est une sélection qui est déjà prête pour défendre son titre, bec et ongle en Russie. En face également, il y avait l'Espagne qui dispose d'une très bonne sélection. Aussi dans le renouveau. Voilà, ils font partie d'ailleurs des deux favoris, deux potentiels favoris de cette Coupe du Monde, en plus du Brésil. Donc, ça a été un match de prestige. 1-1 à l'arrivée, je pense que c'est logique. Maintenant, ça reste qu'un match amical. Vous le dites si bien. En attendant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, ce sera le 14 juin prochain à Moscou, en Russie. Roméo, on va s'intéresser à cette Furia Roja, qui a fait un but partout face à la Mannschaft. Mais le match qui a suivi, le deuxième match, c'est un véritable festival. 6-1 devant l'Argentine. Oui, c'était un festival de buts pour l'Espagne qui se rassure avant de jouer cette phase finale de la Coupe du Monde, même si c'était une Argentine sans Léo Messi. C'est Argentine qui a joué parce que Léo Messi pourrait toutefois manquer la Coupe du Monde. Il était dans les tribunes. Il n'a pas pu supporter. À un moment donné, il s'est levé pour ne plus regarder la fin de la rencontre. Je pense que l'Argentine aujourd'hui a un souci au niveau de sa défense parce que quand vous voyez les buts marqués par les Espagnols, c'était trop facile pour une grande sélection comme l'Argentine. Mais vous savez, le football, c'est comme ça. Quand on joue les matchs de préparation, on ne se donne pas à fond histoire de ne pas choper une blessure. Je crois que c'était un match pas joué à fond du côté des deux sélections. Mais l'Espagne aujourd'hui est en train de s'afficher, de se réaffirmer.
Donc il faut compter avec cette formation lors de la phase finale. Armel Waban, on va s'intéresser également aux résultats des Three Lions, l'Angleterre qui a certes battu les Pays-Bas 1-0 grâce à Jesse Lingard. C'est également la jeunesse de ce côté de l'Angleterre. Et puis, le deuxième match amical, c'était face à l'Italie, la nationale, et 1 but partout entre les deux sélections. Oui, l'Angleterre qui, moi, ne me convainc toujours pas, parce que c'est 1-0. Ce n'est qu'un petit but à 0 face à un Pays-Bas. C'est un succès. Un petit succès, on va dire, face à un Pays-Bas malade, convalescent, qui essaie de se reconstruire une équipe. Eh bien, le match aussi face à l'Italie, je n'ai pas compris pourquoi l'Angleterre menait que 1-0 là aussi, et même finalement rattrapé par cette histoire d'arbitrage vidéo, voilà, tout ça. Les Anglais, décidément, ne veulent pas apprendre. C'est une équipe qui traverse les générations dorées, mais qui n'arrive pas à tirer plutôt tout le meilleur de ses joueurs et à former une équipe vraiment solide. J'ai peur pour cette Angleterre. J'ai peur qu'elle passe encore le mondial, peut-être en sortant des matchs de poule, mais on n'ira pas très loin dans la compétition. On attend de voir tout ça. Oui, justement, l'Angleterre, vous savez que dans ce championnat, c'est l'un des championnats les plus envieux en Europe. Et il y a beaucoup d'étrangers. Les Anglais eux-mêmes n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer. Est-ce qu'ils sont en train de payer le prix? Oui, peut-être ils vont le continuer sur plusieurs années parce qu'ils n'ont pas eu cette idée de verser dans la formation, de donner beaucoup plus de chance aux Anglais eux-mêmes. Ils ont toujours eu envie de faire venir des stars, des joueurs confirmés pour relever le niveau de la Première Ligue. Maintenant, je crois qu'ils s'en rendent compte. Et sur l'échiquier international, vous savez, depuis 66, l'Angleterre n'a plus gagné la Coupe du Monde. Et voilà, donc tout le monde se pose des questions. Voilà, et d'ailleurs, une victoire controversée parce qu'il semble que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Maintenant, sur l'Argentine, quand même, permettez-moi d'y revenir un tout petit peu parce que ça fait l'un des scores les plus lourds de cette sélection. 6-1 face à la Furia Roja, ça fait tache d'huile. C'est un match amical, d'accord, mais on ne peut pas comprendre pourquoi l'Argentine, plusieurs fois championne du monde, peut se faire massacrer par cette équipe d'Espagne. Le problème, c'est que, à mon avis, c'est que Sampaoli vient d'arriver, un an, pour construire une sélection qui était, on va dire, à l'agonie. Vous savez qu'il a fallu la dernière journée pour que l'Argentine se qualifie pour la Coupe du Monde grâce à un triplé de Lionel Andrés Messi. Et puis, pour l'instant, jusqu'à présent, il n'a pas encore son équipe type. Sur les derniers mois, il a utilisé 55 joueurs. Vous comprenez, 55 joueurs à 2 mois et demi de la Coupe du Monde. Vous pensez qu'il n'y a pas de cohésion en ce moment? Oui, pour l'instant, on se cherche un tout petit peu. Et j'espère bien pour lui qu'il va réussir à faire les meilleures combinaisons pour permettre à l'Argentine d'aller à la Coupe du Monde, qui a quand même de très grosses ambitions avec son joueur phare qui n'est autre que Lionel Messi. Rapidement, et on passe à d'autres résultats. Elle est totalement déséquilibrée. Le meilleur n'est que devant avec les noms qu'on connaît, mais au milieu de terrain, après le départ de Cambiasso, le départ de Riquelme, il n'y a pas eu un changement, il n'y a pas de joueurs véritablement qui soient des joueurs très forts comme les Xavi, les Iniesta en Espagne. Et dire aussi qu'en défense, moi je ne me souviens pas des noms ronflants. Marcos Rojo, il n'est même pas titulaire à Manchester United. À l'époque, on avait Zanetti, on avait les Walter Samuel. Et surtout, l'Argentine a un problème de gardien. Le gardien titulaire de l'équipe, la grande équipe d'Argentine, ce gardien-là, plutôt, il est remplaçant à Manchester United. Romero. Il n'a même pas le niveau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se tue à dire que l'Argentine est une grande équipe. C'est totalement faux. C'est totalement faux, plutôt, excusez-moi. Cette équipe-là, elle n'est pas grande. Elle n'est grande que devant. Voilà. Et on va s'intéresser à une autre équipe qui a également de l'ambition pour cette Coupe du Monde le 14 juin prochain. C'est la date du coup d'envoi. C'est la France de Didier Deschamps qui a mené 2-0 face à la Colombie, mais qui s'est fait rattraper par les Cafeteros. Et puis, la France s'est rattrapée 3-1 devant la Russie. Je pense que cette équipe française aussi est dans la phase de rodage parce que la France a de jeunes joueurs, de talentueux joueurs. Maintenant, il reste à avoir une équipe beaucoup plus collective parce que ça manque un peu au niveau des Français individuellement. Ils sont bons. C'est une équipe qui manque également de l'agressivité dans le jeu, sauf, on va dire, N'Golo Kanté ou encore Paul Pogba qui arrive à avoir un jeu beaucoup plus physique, mais les autres, ils n'arrivent toujours pas. La France, c'est vrai, va, on va dire,
petit à petit s'entraîner, afficher ses ambitions. Mais je pense que la France va connaître une Coupe du Monde assez difficile. Après avoir vu les 2 matchs là, les Français, soit ils vont faire appel à Karim Benzema, parce que aujourd'hui, vous le pensez? Quoi qu'on dise, Karim Benzema a encore sa place au sein de la sélection. Vous pensez que Didier Deschamps lui fera appel? Bon, ça va être compliqué, puisque toute la France peut-être ne veut pas de ce joueur. Oui. Quand le coach il pense à faire appel au joueur, le président de la fédération, les autres ne sont pas d'accord. Je crois forcément que la France aujourd'hui a besoin des joueurs d'expérience. Oui. Quand on prend Antoine Griezmann, certes c'est le meilleur actuellement au niveau des Français, mais la France a besoin d'un joueur d'expérience. On parle aussi de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est trop jeune. C'est maintenant qu'il arrive. On ne peut pas comparer Kylian Mbappé à Karim Benzema, même si cette saison Karim Benzema a du mal à s'affirmer du côté de l'Espagne avec son club le Real Madrid, mais il a beaucoup d'expérience. La Coupe du Monde, c'est pas pour les jeunes, hein. C'est ça? C'est pas pour les jeunes, c'est pour des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Moi, mettre 2 ou 3 jeunes aux côtés de ces expérimentés là, ça va vous permettre de pouvoir faire de bonnes prestations. Mais quand on aligne des jeunes qui ne connaissent pas véritablement ce que c'est qu'une compétition internationale, comme la Coupe du Monde, ça va être compliqué pour les Français. Mais bon, on va leur souhaiter bonne chance, parce que la France, vous savez, au moins vous ne comptez pas sur elle, c'est en ce moment qu'elle vous supporte. Et c'est une sélection très très supportée sur le continent. Ouais. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Roméo, parce que là, la France, pour l'instant, ne convainc pas. C'est vrai que lors de ce match amical contre les Cafeteros de la Colombie, ils ont mené rapidement 2-0 et puis ils ont versé dans une facilité incompréhensible, et derrière, ils ont pris 3. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que Didier Deschamps également a des problèmes au niveau de sa philosophie de jeu. Est-ce que cette équipe souffre d'un problème mental? Oui, on peut le dire. Mais ça ne se comprend pas. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, parce que 16 joueurs qui avaient joué la Coupe du Monde en 2014 sont toujours présents dans le groupe. Donc, ce qui veut dire qu'on devait avoir une certaine expérience, une certaine, j'allais dire, vision et une certaine confiance en soi. Mais ce n'est pas pour le moment le cas. Je pense que rapidement, on veut mettre, on va dire, tout le poids sur les épaules du gamin Mbappé. On veut parler toujours de Griezmann. C'est vrai, c'est des joueurs qui ont du talent. Maintenant, la Coupe du Monde, c'est du vécu, c'est une certaine expérience, c'est un niveau de vision dans le jeu. Pour l'instant, la France manque un peu de ces paramètres-là qui lui permettent quand même de s'affirmer. Éliminés en quart de finale il y a 4 ans, ils ont envie d'aller plus loin. Maintenant, peut-être ils vont se sortir de ce groupe où on se retrouve le Pérou, où se retrouve également, je crois, l'Iran, le Danemark. Donc c'est facile. Maintenant, attention, parce que là, le fait de se faire battre déjà par la Colombie, ce sera le même football pratiquement que les Péruviens, avec un mental de gagneur, de guerrier. Ah oui, les Sud-Américains, attention, attention à la France. On va suivre de très très près la prestation des tricolores. Et puis le dernier match qu'on va aborder, c'était également attendu entre le Portugal et l'Égypte. Oui, Cristiano Ronaldo face à Mohamed Salah, ça a eu du répondant. Oui, match entre les mots de 4, tout simplement. Oui. avant ce week-end, chacun a fait la pluie le beau temps dans son championnat. Oui, moi j'étais un peu satisfait jusqu'à ce que les Égyptiens encaissent et se font donc devancer au score. Il faut dire que l'Égypte, pour moi, c'est une équipe équilibrée, en tout cas pour ce qu'elle nous a montré en Coupe d'Afrique des Nations. Finaliste de la dernière CAN, battu par le Cameroun. C'est une équipe, bien sûr, défensive très forte, mais justement, elle a montré de la fébrilité en défense la dernière fois. On ne peut pas tout attribuer au talent de Cristiano Ronaldo. Non, c'est anormal quand on prétend vouloir jouer une Coupe du Monde, se faire comme ça prendre sur 2 coups de tête, voilà, des moments d'inattention, et on comprend que c'est un problème qu'il va falloir véritablement prendre au sérieux de la part d'Hector Cooper, le technicien en charge de cette équipe-là. Et il faut dire aussi que cette équipe, à un moment, il va falloir qu'elle comprenne
qu'elle ne peut pas se reposer sur le seul talent de Mohamed Salah, même s'il a été buteur. Il faut autour de Salah une équipe, un bloc équipe qui arrive à défendre justement les avances. On va suivre également les prestations des Pharaons d'Égypte lors de cette Coupe du Monde. On le rappelle, le coup d'envoi, ce sera le 14 juin prochain du côté de Moscou en Russie. Fini pour la série des matchs amicaux de date FIFA. Cette fois-ci, on parle autre chose. Cette mélodie va encore retentir mardi et mercredi prochain. Nous allons nous intéresser au match de mardi, le 3 avril 2018. Roméo, le Real Madrid qui reçoit au Santiago Bernabéu la Juventus pour un remake de la finale de la saison passée. C'est pas si c'est la Juve qui reçoit premièrement ou bien Non, c'est le Real, c'est le Real qui reçoit. C'est le Real je crois, bien. Non, le Real se déplace. Se déplace. Ah, voilà, c'est la Juve qui reçoit. Le Real reçoit en match retour. Allez-y. Ce match, c'est un match assez capital pour les Madrilènes. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le Real Madrid est monstrueux quand on parle de la Ligue européenne des champions. Mais à tête reposée, quand vous regardez un peu la prestation, la performance du Real Madrid, vous vous rendez compte que le Real Madrid, sa prestation repose sur un seul joueur, c'est Cristiano Ronaldo. La preuve, 22 buts marqués par le Real Madrid, Cristiano Ronaldo en a mis 12. C'est énorme pour ce joueur-là. Ça veut dire que sans Cristiano Ronaldo, le Real Madrid n'existe pas. Ça, c'est on va dire, un côté faible pour le Real Madrid, parce que toute une équipe ne peut pas dépendre directement d'un seul joueur. Ça, c'est très grave. Le jour où le joueur ne sera pas très en forme, ça veut dire que l'équipe va couler peut-être, parce que Cristiano Ronaldo aujourd'hui c'est l'homme à tout faire du côté du Real Madrid. Certes, c'est un point positif pour les Madrilènes parce que le joueur fait son boulot, mais quand il n'est pas là, qui va le remplacer? Vous prenez Karim Benzema, vous prenez Gareth Bale. Ces joueurs-là, pratiquement, ils sont inexistants dans les matchs. Seul Isco qui commence par se réaffirmer parce qu'on a vu ce joueur la saison dernière. Aujourd'hui, il reprend du poil de la bête et commence à faire du bien au Real Madrid. Je pense que le match va être très tendu entre les deux formations, connaissant bien la mentalité des Italiens. La Juve qui a perdu la finale face au Real Madrid. La Juve qui a été la meilleure défense de toute la compétition avant de prendre 4 buts face au Real Madrid. C'était incompréhensible, mais le Real l'a fait parce que le Real a une attaque de feu. Et dans cette saison, on a vu la Juve dans son championnat qui a peiné, mais aujourd'hui, on voit la Juve dans sa meilleure forme. Ça veut dire tout simplement que le Real Madrid doit jouer. En 2005 ou 15 comme ça, la Juve avait sorti, c'était en 2005, la Juve avait sorti donc le Real Madrid en demi-finale et c'est la dernière équipe italienne qui a sorti le Real Madrid en Ligue des Champions, c'était en demi-finale. Donc ça veut dire que ça fait 2 matchs pour les deux formations là. Le Real Madrid, je crois que le Real doit jouer crânement sa chance et le match aller en Italie doit être déterminant pour la suite de cette compétition. Franck, est-ce que vous pensez que Allegri a peut-être cette fois-ci trouvé la formule pour barrer la route au merengue? Tout de suite, d'entrée, il faut dire qu'il y a un avantage psychologique pour la Casablanca. Pour avoir battu cette équipe 4-0, s'il vous plaît, en finale. 4-1 en finale de la Ligue européenne des champions. Alors qu'entre-temps, cette équipe n'a jamais eu à vivre cette situation, on va dire, malheureuse et même humiliante à l'arrivée. Oui. Donc cet avantage, il sera du côté du Real Madrid. Maintenant, il y a une année qui est passée. Et c'est vrai que les choses ont forcément changé. Ce match ne va ressembler en rien à ce qui s'est passé lors de la dernière finale. La Juve s'est qualifiée dans des conditions compliquées. Vous savez, de partout à l'aller, ils ont réussi à retourner la situation chez les Spurs. Ça veut dire que mentalement, c'est des joueurs qui sont prêts à affronter n'importe quelle situation. Et là, je pense que les hommes de Allegri ont quand même les moyens de bousculer la Casablanca. Maintenant, on sait que le Real Madrid, tout le monde a envie de le dire, que cette compétition est quelque part taillée pour eux. Ils sont les doubles tenants du titre et voilà. Donc, je pense qu'ils ont un avantage parce qu'il y a des joueurs, on vient de les citer comme Isco, qui a réalisé un triplé dans le dernier match amical face à l'Argentine. On parle de Ronaldo qui reste le meilleur buteur de cette compétition. Et voilà, ça peut faire l'affaire parce que quand vous avez des joueurs comme ça qui peuvent décanter un match de football dans n'importe quelle situation, ça donne une certaine confiance. Maintenant, je suis sûr que la Juve veut prendre sa revanche
et Allegri va certainement mettre des choses pour bloquer la Maison Blanche. Armel, vous avez un mot à dire et puis on passe à une autre affiche. Je suis parfaitement d'accord avec Franck. Le désavantage psychologique, il est pour la Juve. La Juve, c'est une équipe, Roméo le disait, avec tous les avantages avant cette finale-là. Mais finalement humiliée, ça veut dire que cette équipe, elle a pris un grand coup psychologique. Et il va falloir travailler ce côté-là avant cette double confrontation. Mais c'est aussi de dire que cette double confrontation va surtout se jouer au match aller. Le résultat du match aller va beaucoup peser au décompte final. Si le Real jamais faisait 0-0 à Turin, franchement, je verrais le Real, malgré toute la force que cette équipe a en Ligue des Champions, en difficulté, vraiment en de très grandes difficultés au retour à Santiago Bernabéu, parce que là, la Juve va clairement bétonner son équipe et aller essayer de nous refaire l'exploit de Tottenham. On va faire encore une autre analyse, c'est du face-à-face Bayern Munich face à FC Séville. Franck Nunyama face à Roméo Yetor. Franck Nunyama, c'est un match piège pour les Bavarois? Oui, il faut justement pas sous-estimer cette équipe espagnole. Si elle a pu éliminer Manchester United, l'un des grands d'Europe, c'est qu'elle est capable de déranger le Bayern de Munich, rien à dire. Donc je pense que c'est une équipe qui, à cette étape de la compétition, n'a rien à perdre parce qu'elle n'était pas attendue à ce niveau. Tout le monde misait sur Manchester United, mais elle est bel et bien là, cette équipe de Football Club Séville, et qui a envie de montrer sur l'échiquier européen que cette élimination de Manchester n'était pas un hasard et qu'elle pouvait tenir tête aux grands d'Europe. Donc sur ce match, je pense que sur le papier, le Bayern est largement devant, est largement au-dessus du Football Club Séville. Maintenant, après ce que nous avons vu face à Manchester United, où cette équipe n'a carrément pas eu de complexe à développer son jeu et sur le plan tactique, il y a un entraîneur qui sait bien faire les choses, Vincenzo Montella, qui a fait un changement et puis c'est le déluge du côté des Red Devils. Donc je pense qu'il faut faire très très attention à cette équipe et le Bayern est prévenu et ils doivent bien se tenir face au Football Club Séville. Roméo à Saint-Pierre-Spirouane, c'est un match fou qui nous attend. Oui, vous savez, l'Espagne aujourd'hui fait office de meilleur championnat d'Europe avec 3 clubs en quart de finale. Oui. Ça veut dire tout simplement que l'Espagne aujourd'hui produit du bon football. Quand vous prenez le FC Séville qui occupe la 6e place dans le classement, c'est une équipe qui n'a pas des joueurs de grand nom. Ben Yedder, un joueur qui nous a surpris lors de la phase retour contre Manchester United et qui est à 8 points. Enfin, à 8 buts derrière Cristiano Ronaldo, le deuxième meilleur buteur donc, de cette compétition. Ça veut dire qu'il y a également de la qualité, de la valeur au niveau du FC Séville. Franck vient de le dire sur le banc. Ça va être également un duel entre Montella et puis Youpenkes. N'oubliez pas que le match, à un moment donné, ça revient au coach. C'est au coach de jouer le match parce que les joueurs sur le terrain, parfois, ils sont fatigués, ils sont déboussolés. C'est au coach de pouvoir repositionner les joueurs et de donner certaines consignes qui seront peut-être déterminantes dans l'issue de la rencontre. Ce match va être un match fou. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en compétition UEFA. Donc, elles ne se connaissent pas tellement en matière de compétition sur le plan européen. Oui. C'est peut-être la première fois que les deux sélections, enfin les deux clubs vont se découvrir, mais sur l'aire de jeu, ça va être âprement disputé jusqu'à la fin. Et vous le disiez à l'instant, en matière d'expérience, Youpenkes a déjà gagné ce trophée-là avec le Real Madrid. Ouais. Et voilà, avec ce même Bayern également. Si le FC Séville a 5 trophées de Europa League, c'est important également. Voilà, le triplé, c'est pas donné à n'importe quelle formation. Le seul plus que Séville a déjà perdu. C'est l'effet surprise. Oui. Et maintenant, le Bayern sert que cette équipe-là, elle peut réaliser un grand coup. On a vu au tour précédent face à Manchester United. Ça veut dire que moi, je ne vois pas cette affiche équilibrée. Non, le Bayern passera sans aucun problème parce que le Bayern sait de quoi cette équipe elle est capable. Et le pire pour cette équipe de Séville, c'est qu'elle va se déplacer en Allemagne lors du match retour avec toute la pression de l'Alliance Arena. Non, le FC Séville ne passera pas. Roméo ne passera pas face à On verra bien.
lors quand même de ces qualifications-là. L'autre match, ceux de mercredi, ce sera le FC Barcelone qui joue face à l'AS Roma au Nou Camp. Roméo, là aussi, le FC Barcelone devra se méfier des Giallorossi. On sait que la Roma, cette fois-ci, ne fait plus trop peur en Europe. Oui. On se souvient en 2015, le FC Barcelone a sorti la Roma sur un score assez éclatant, 6-1 à domicile. Ça ne va pas être la même chose cette année parce que la Roma, n'oubliez pas que c'est un club italien qui a en son sein des joueurs très expérimentés. Il y a Deco, Kolarov, Florendi, El Shaarawy, ils sont nombreux ces joueurs-là. Maintenant, par rapport à l'efficacité sur le terrain, on va dire qu'on peut donner un petit avantage au FC Barcelone qui a des meilleurs joueurs également. On parle de Messi, même si il était blessé, c'est en ce moment qu'il reprend progressivement les séances d'entraînement. La défense du FC Barcelone fait partie donc des meilleures défenses en Europe actuellement. Piqué, Umtiti, même si Lucadine blessé pour 3 semaines ne sera pas de la partie. Je pense que l'avantage, c'est du côté du FC Barcelone. Même si on sait que le football n'est pas une science mathématique, c'est pas une science exacte, mais quand on prend le vécu des deux équipes, surtout lors des dernières saisons, le FC Barcelone a prouvé beaucoup de choses face au Paris Saint-Germain la saison dernière, face à Chelsea cette année. Ça veut dire tout simplement que le FC Barcelone n'est plus une équipe impressionnante, mais une équipe assez réaliste qui sait se sortir d'affaires sans grande difficulté. Donc la Roma doit beaucoup jouer, surtout au match aller pour limiter les dégâts. Et si la Roma veut être ce deuxième club italien, pourquoi pas avec la Juve de passer dans le dernier carré. On va s'intéresser à une autre rencontre, Liverpool-Manchester City. Ah oui, c'est un énorme choc. Un parfum de la Première Ligue lorsqu'on sait que les deux équipes se sont partagées les points sur les deux confrontations en championnat. Là, on peut déjà dire que ça part, on va dire, sur un pourcentage de 50-50. 50-50. Maintenant, on sait que Pep Guardiola, depuis qu'il est arrivé au niveau de Manchester City, il a pris une saison peut-être pour bien voir, pour regarder comment se passaient les choses. Maintenant, il est dans un fauteuil de leader, il est dans un fauteuil de l'équipe qui doit aller chercher le titre au niveau de la Première Ligue cette année. Donc je pense que Liverpool et Jürgen Klopp ont envie de surprendre Pep Guardiola, qui est qualifié comme le meilleur entraîneur, sinon l'un des meilleurs du monde. Ça va se jouer tactique et de la vitesse aussi. On connaît ce jeu-là pour Pep Guardiola où ça va vite à tous les niveaux. Heureusement que ça réussit au niveau de l'attaque. Maintenant, il faut faire très très attention à Liverpool que beaucoup considèrent comme une équipe de coupe. Dans ces genres de situations, les règles sont difficilement prenables. Donc, il faut faire très attention. Mais sur le papier, c'est du 50-50 à mon avis. Vous voyez la même chose, Armel Waba, du côté de l'Angleterre? Totalement. On l'a d'ailleurs vu en championnat où les deux équipes ont pris des revanches. D'abord battu, ensuite se faire battre. Il y a eu 12 buts en 2 matchs. Voilà, ce qui est sûr, on aura beaucoup de buts à l'aller tout comme au retour. Moi, je pense que c'est un match piège pour les deux formations, même si c'est la première opposition entre Liverpool et Manchester City en Coupe d'Europe. Mais en championnat, Liverpool est largement en avance avec plus de 80 victoires contre 40 quelque chose pour Manchester City. Mais en Ligue des Champions, je pense que Manchester City prouve à suffisance que c'est une équipe taillée pour cette compétition, enfin pour la Coupe cette saison, parce que Manchester City, ce qu'il est en train de faire en Première Ligue et en Ligue des Champions, c'est énorme. C'est une équipe qui a une attaque assez outrageuse. De même pour Liverpool, mais le seul bémol pour Liverpool, c'est que sa défense ne respire pas, contrairement à Manchester City aujourd'hui, qui a eu très bonne défense également. Et ça va être peut-être l'handicap pour les Reds face aux Sky Blues, parce que marquer 2 buts, mais il faut éviter d'en prendre également. Et tout est dit sur ces affiches des quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Mardi, on aura FC Séville, Bayern Munich au Sanchez Pizjuán à la Juventus Arena. La Juve reçoit le Real Madrid, le double tenant du titre. Mercredi, FC Barcelone, AS Roma. Et puis à Anfield Road, Liverpool qui attend de pied ferme Manchester
City. On va remonter le générique. Plateau Foot est juste derrière les quarts de finale de la Ligue Europa. Et on enchaîne avec les quarts de finale de la Ligue Europa. On a 4 affiches et pas des moindres. Leipzig face à l'Olympique de Marseille. Arsenal qui joue contre le CSKA Moscou. Ah oui, très beau duel entre l'Atlético Madrid et le Sporting Lisbonne. Et puis la Lazio Rome qui, on peut dire, défie le petit et grand en même temps, le Red Bull Salzbourg. Quelle affiche vous intéresse sur ces 4-là? Qui prend la parole? Leipzig, Olympique de Marseille. Bien sûr, bien sûr. Marseille, cette année, on verra si enfin cette équipe elle a des ambitions championnes avec le projet le champion projet. Voilà, c'est une équipe qui sera face à une équipe de Leipzig avec pas un grand nom, pas une grande star, mais un collectif assez huilé, capable de tout dans cette compétition. Donc voilà, ce sera une très belle épreuve pour les Phocéens. Oui. Je crois que Arsenal doit jouer sa dernière chance dans cette compétition, parce qu'en première ligue, le titre, il faut l'oublier, même avoir une place européenne, ça va être compliqué pour les Gunners. Donc il faut saisir cette opportunité et jouer crânement sa chance, même si c'est face au CSKA Moscou qui est habitué à la Ligue européenne, mais reversé donc en Ligue Europa. Arsenal doit vraiment jouer ce match et chercher d'avoir une place européenne la saison prochaine. Maintenant, quand on prend Lazio Salzbourg, on va dire que bon, la Lazio est tombé sur le petit de cette compétition, mais attention, à cette étape, tout peut arriver, c'est sur 2 matchs, donc on peut être surpris d'une façon désagréable quand on ne s'applique pas face aux supposés petits. Ah oui, l'Atlético joue qui déjà? Oui, Sporting Lisbonne. Oui, ça pourrait être l'une des c'est un derby entre voisins. Oui, donc je pense qu'après avoir raté la Ligue européenne des champions, cette équipe qui a joué 2 finales a envie quand même de s'exprimer, de gagner cette compétition. Donc ça va être un match assez disputé. C'est vrai que le Sporting, ce n'est plus ça ces derniers temps. Je dirais que les Colchoneros ont un pas devant les Portugais. Et puis Marseille, Leipzig, c'est un match qu'il faut suivre aussi parce que petit à petit, Marseille s'installe sur l'échiquier européen, même si en championnat, il y a encore quelques doutes. Je crois que face à cette équipe allemande très jeune, qui va très vite et qui a une certaine insolence dans le jeu, je pense que ça pourrait être un match qu'on pourrait conseiller. Maintenant, Lazio Salzbourg, cette équipe autrichienne a surpris tout le monde en étant présent à cette étape de la compétition. Donc, il faut pas certainement sous-estimer ces Autrichiens-là. On va suivre tous ces matchs-là à partir du 5 avril. Ce serait le jeudi prochain. Leipzig Olympique de Marseille, Arsenal CSKA Moscou, le Sporting Lisbonne qui se déplace au Wanda Metropolitano pour y défier l'Atlético Madrid. Et puis un intéressant et ouvert, Lazio Rome Red Salzbourg. Et on va enchaîner avec les réformes intervenues du côté de l'UEFA qui a officialisé ce mardi une nouvelle formule pour les compétitions européennes interclubs. Chers spécialistes, oui, est-ce qu'on peut les avoir? Et pour vous, est-ce que ce sont de bonnes nouvelles pour le foot européen? Oui, quelque part, c'est de bonnes nouvelles pour le foot européen, surtout pour les amateurs. Parce que l'heure à laquelle est programmé les matchs maintenant, peut-être ça va permettre à certains de revenir du boulot et de pouvoir regarder ces matchs-là à 21h. Et ça ne va pas être des matchs simultanés. Parfois, il peut y avoir décalage, 18h55 pour certains matchs, 21h pour d'autres matchs. C'est très bien. Maintenant, ce qui est intéressant dans ces réformes-là, c'est le fait de choisir au moins 4 remplaçants lorsque le match va aller jusqu'aux prolongations, permettre à un 4e remplaçant d'intervenir pour soulager pourquoi pas son équipe et aussi permettre aux clubs qui ont changé aux joueurs qui ont changé de club de pouvoir jouer avec leurs nouvelles équipes. Ça aussi c'est une très bonne réforme pour la compétition. Franck Louyama, votre avis sur cet aspect-là? Je pense qu'on a essayé d'étendre un peu les choses, de ne plus trop, on va dire, corser ou bien s'accrocher à ces règles qui parfois sont difficiles. Vous savez que les joueurs au plus haut niveau s'investissent, on va dire, sur le plan physique de façon, j'allais dire, importante. Et 4 changements déjà, ça permet quand même à l'entraîneur d'avoir beaucoup plus de solutions. Franck, on se rappelle de cette finale entre le Real Madrid et l'Atlético. Diego Costa, on a dû faire beaucoup d'efforts, mais finalement il n'a pas pu tenir.
obtenir si jamais cette réforme était là. Là, on aurait eu cette solution. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose d'en arriver là. Oui. Je crois que c'est au niveau européen, ils étudient tous les jours ce qui peut permettre à ce football d'être, on va dire, plus plaisant et à tous les niveaux. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je trouve pas d'inconvénient. Je pense que c'est du bien pour les joueurs et puis pour les clubs. Et Armel, il y a aujourd'hui, pour la saison prochaine 2018-2019, il y aura 26 équipes directement qualifiées pour la phase de groupe et non 22 comme à l'époque. Oui, histoire toujours de permettre à ces clubs-là qui n'ont pas assez de chance de se faire voir, de se faire découvrir. On a eu les années où on a découvert les Apoel Nicosie, Famagoust, voilà, d'autres équipes. Les Rubin Kazan, Voilà, même si ce n'est que de la figuration, c'est déjà du vécu pour ces équipes-là. Oui. Je voudrais rebondir sur le changement apporté au niveau des changements qui se font dans le jeu. 4 désormais, mais le petit bémol pour moi, c'est que ce n'est qu'en élimination directe. Direct, exactement. Non, je ne comprends pas. Il faut aussi l'amener dans les matchs de poule. Est-ce qu'on estime que les matchs à élimination directe sont plus importants? Oui, mais ce sont des matchs à enjeu. Oui, mais aussi on a des matchs en jeu dans les phases de poule. Imaginez un dernier match où vous êtes vraiment obligé d'aller chercher une victoire. Là aussi, je pense que 4 remplaçants peuvent vous apporter. Peut-être c'est pour soulager les équipes à partir des éliminations, au match à élimination directe, parce que quand vous jouez les phases de poule, vous êtes pratiquement fatigué avec les compétitions sur le plan national, tout ça là. Donc c'est pour soulager un peu les équipes. Aussi, il y a une réforme, le fait de porter le nombre de joueurs à 23. Exactement. Donc, je crois que ça aussi c'est très bien, permettre à tout le monde d'être sur le 18 joueurs sur le banc. Voilà. C'est bien. C'est important. Et puis autre réforme également, c'est que les 4 grands championnats en Europe, on aura 4 équipes qualifiés directement pour la Ligue des Champions, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Voilà, c'est aussi ça. Ah oui, le sport ou bien le foot se déroule souvent sur les pelouses, mais également dans les bureaux. Bien sûr. Ah oui, forcément. Intéressant. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à autre chose et on va ouvrir la page des majeurs. English Premier League News. Et on va s'intéresser à la Première Ligue anglaise. Oui, elle est de retour, cette fois-ci, Armel Ouaba, après la trêve internationale. Oui, et nous en sommes au 32e chapitre de ce championnat-là, qui aura lieu ce week-end. Et d'ailleurs, ça commence le samedi. Demain samedi, on aura des affiches intéressantes tout de même. Liverpool qui ira à Londres défier Crystal Palace, Manchester United qui va recevoir Swansea des frères Ayew, City, l'autre équipe de la ville de Manchester, qui elle sera en déplacement, ce sera chez Everton. Et puis le 1er avril, on aura Arsenal Stoke City, et bien sûr le gros choc en fermeture de cette journée-là, Chelsea qui va recevoir Tottenham, un derby londonien. Franck, est-ce que Chelsea peut normalement gagner face à Tottenham, histoire de se rapprocher peut-être de Manchester United? C'est l'objectif d'Antonio Conte, parce que depuis un moment, ce n'est plus forcément Chelsea de début de saison. Cette équipe a dégringolé. Malheureusement, Arsenal aussi ne convainc pas trop. C'est un peu des résultats en dents de scie. Tottenham, j'allais dire. Tottenham ne convainc pas trop. C'est des résultats en dents de scie. C'est deux équipes qui peut-être ont le doute en ce moment et qui ont envie de remonter dans le classement. Pour être sur le podium. Les deux éliminés en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Donc voilà, ça va se jouer tactique. L'absence d'Harry Kane va se faire sentir dans un tel match. Et je pense que Chelsea me paraît plus aguerri pour aller chercher les Spurs. Pour une première fois, vous ne dites pas 50-50. Franck a parfaitement raison. La seule statistique qui prouve cela, c'est que malgré la bonne forme de Tottenham ces dernières années, elle n'a enregistré qu'une seule victoire face à Chelsea lors des 4 derniers matchs en championnat. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc 2 défaites malgré la forme de Dele Alli, d'Harry Kane. C'est une équipe qui peine. Elle peine quand elle est en face
des Blues. Des Blues. Et on va sur également ce match-là. Il semble, selon les dernières nouvelles, qu'Harry Kane pourrait faire son retour. Bon. Est-ce que c'est pas trop juste pour lui? On attend de voir, mais il ne faut pas tuer le joueur. Oui. Il ne faut pas tuer le joueur parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il ne faut pas forcer les choses. Voilà. Laisser le joueur être rétabli carrément pour permettre aux jeunes Kane d'être à la Coupe du Monde parce que l'Angleterre a besoin de ce joueur-là. Ah oui, absolument. Oui, il ne sera pas là. La raison, je vous la donnerai. Allez-y. La raison, je vous la donnerai Oui. dans les questions des auditeurs. Armel, Oui. Zlatan a officiellement quitté Manchester United. Bien sûr, il est à Los Angeles. Ah, d'accord. Voilà, il ne sera pas dépaysé. On y parle aussi anglais. Ah, donc, et avec son emblématique numéro 9 des clubs, puisqu'en sélection, il avait plutôt le 10. Donc, Zlatan a été présenté à la presse américaine. Accueilli comme une star. Hein. Ouais. Bien sûr, comme un rock. C'est une star. Rockstar. il a le physique tout de même. Absolument. Et est-ce qu'on peut avoir un petit rappel du classement? Oui, petit rappel, City toujours devant, Oui. Manchester United dauphin, Oui. on a Chelsea qui vient, Liverpool également, et bien sûr les relégables, Oui. on a West Bromwich Albion, Albion. Swansea et bien sûr Stoke City également. Et on va suivre tous ces matchs ce week-end et on reviendra décrypter tout ça le vendredi prochain. Fini pour la première ligue anglaise. Thank you very much, Mr. Armel. On file de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, jaga la primera, gol. Du côté de la Liga espagnole, on retrouve également les pelouses. Roméo Yetor. Oui, nous sommes à 8 journées donc, de la fin de cette saison et la 30e journée commence demain avec la rencontre Girone-Levante, à suivre après Athletic Bilbao, Celta Vigo, Las Palmas joue contre le Real Madrid, le FC Séville joue gros face au FC Barcelone, peut-être que d'entrée pour le FC Séville avant d'affronter donc le Bayern de Munich. Justement. Ça va être un match très intéressant pour les deux formations parce que Séville est 6e enfin, dans le classement et le FC Barcelone, le leader, qui n'a pas encore connu de défaite cette saison. À suivre ce match. Dimanche, on aura également Espagnol-Barcelone à Alaves. Leganés reçoit Valence. Villarreal est en déplacement chez Malaga. Eibar joue contre la Real Sociedad. Atlético Madrid, la Couronne. Et puis lundi, en clôture de cette nouvelle journée, Getafe joue contre Betis Séville. Et Roméo Yetor, vous qui patronnez ce championnat, selon les dernières nouvelles, Antoine Griezmann pourrait avoir une revalorisation salariale afin de ne pas le laisser filer au Barça. Justement, parce que le Barça est toujours derrière le joueur et le joueur veut avoir la tête nette avant d'aller à la Coupe du Monde, dit que son avenir va être décidé avant le Mondial 2018. Je pense que l'Atlético Madrid doit tout faire pour garder ce joueur parce que ces derniers moments, c'est Antoine Griezmann qui arrive à sortir les Colchoneros des situations assez compliquées. S'il faut garder le joueur, il faut augmenter son salaire. Maintenant, il faut savoir si le joueur veut rester toujours avec l'Atlético Madrid, jouer, gagner de l'argent et ne pas gagner de titres. Est-ce que c'est un bon choix pour le Français? Je crois que la dernière décision lui revient. Franck Nouyama, est-ce que Griezmann est en dilemme? Bon, en dilemme, je pense qu'un joueur, tous les joueurs de son niveau ont toujours envie d'aller voir ailleurs. Et j'aime la dernière partie de l'intervention de Roméo, parce que là, est-ce que le joueur aujourd'hui veut toujours continuer avec les Colchoneros? C'est la première question, parce qu'il ne suffit pas d'augmenter le salaire. Ces genres de joueurs ont envie de titres, de gagner des titres et de se faire voir sur l'échiquier international européen, d'accord? Donc, je pense que les dirigeants de l'Atlético ont quand même les moyens de le retenir avec une revalorisation salariale. Oui. La question qui se pose, est-ce que le joueur a encore ses idées là-bas? Est-ce qu'il a encore envie de continuer de voir les mêmes choses? Si ça doit être fait, au-delà de la revalorisation salariale, je crois que le joueur a envie de demander qu'il soit bien entouré, qu'on fasse venir d'autres joueurs capables de lui permettre d'exposer et de marquer beaucoup de buts pour l'Atlético et d'aller chercher le titre, pourquoi pas. Donc maintenant, je pense que le Barça veut mettre beaucoup d'argent sur la table. On parle de 100 millions et le Barça a envie de faire plus
pour attirer le joueur. Donc la dernière décision, c'est à Griezmann de la prendre. On attend de voir si ce sera le tube de l'été avec Griezmann. Et puis Roméo, oui, Ronaldo Cristiano qui fait encore parler de lui. Ouais. Il semble comme quoi on va encore lui faire une statue à l'entrée de l'aéroport international de Madère. Ouais, c'est déjà fait. J'ai vu quelques clichés sur le net. Ah oui. C'est trop joli. Hein. Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un joueur assez accompli dans tous les domaines. Ah oui. Il se sent à l'aise, que ce soit dans le social. C'est un joueur que moi j'aime particulièrement parce que il incarne beaucoup de choses. Oui. Non seulement sa détermination à réussir dans la vie, mais c'est quelqu'un qui a aussi côté cœur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup. J'ai vu l'autre fois une vidéo qui circulait sur la toile. Il s'est déguisé à un mendiant qui fait des jonglages dans la rue. Personne ne le regardait. Demandait de l'argent, personne ne le regardait. Il y a un tout petit peu qui a accepté de jouer avec lui, faire des passes, et après quelques séquences, il a enlevé son déguisement, et tout le monde courait vers lui. Je pense que Cristiano Ronaldo, au-delà d'être star, c'est quelqu'un qui est ordinaire. C'est un humain. C'est un humain. C'est quelqu'un qui est très sociable. Oui, parlant de statut, vous savez que l'autre qui a été fait en buste, c'est raté. Il n'a pas aimé, donc parce que là, c'est pas aussi ça. Ça ne lui ressemble pas. Sur le plan esthétique, il y a quand même, on va dire, une distance entre le joueur lui-même et ce qui a été produit comme statut. Donc, il avait dit depuis ce jour qu'on va changer, et je crois que c'est ce qui va être fait ou bien a été déjà fait. Donc, Cristiano, comme Ronaldo l'a dit, c'est un joueur sur le terrain, mais en dehors également, c'est un être sociable, humble. Voilà, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Nous vous invitons à aller sur la toile pour voir cette statuette. Elle ressemble tellement à Cristiano Ronaldo, très portrait. Amer Waba ne veut dire mot. Merci beaucoup, et cette fois-ci, on va dans le pays où le football rime avec la bière. Dieses Gefühl ist, zu Hause im Finale zu spielen. Willkommen zum Bundesliga. Das historisch ist. Et en Bundesliga, il y a également un gros choc que l'on prénomme 10 classiqueurs entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Oui, c'est le match le plus attendu pour le compte de la 28e journée de la Bundesliga. Naturellement en Allemagne, le Bayern qui reçoit le Borussia Dortmund. Certaines statistiques parlent de 106 matchs, toutes compétitions confondues. Et les 47 victoires pour le Bayern, 33 pour le Borussia et 26 victoires pour le Borussia et 33 matchs nuls. Mais depuis 99, il y a 51 matchs rien qu'en championnat. Et là aussi, c'est le Bayern qui prend le dessus avec 25 victoires, 12 matchs nuls et 14 victoires pour le Borussia Dortmund. Ce qui veut dire que sur le plan statistique aujourd'hui, c'est déséquilibré. C'est déséquilibré, c'est-à-dire que le Bayern est au-dessus du Borussia Dortmund. Et là, sur le dernier match même disputé en championnat avant celui-ci, il y avait 3-1 pour le Bayern, alors que le Bayern était en déplacement chez le Borussia avec des buts de Lewandowski, Robben et Alaba. Donc, ce qui veut dire que pour le match qui va avoir lieu ce week-end, il y a un petit avantage pour le Borussia, pour le Bayern, mais attention, le Borussia qui a retrouvé le podium a envie d'y rester, et il a des arguments forcément avec Michy Batshuayi qui est en pleine réussite. Il y a également Marco Reus qui est également là pour apporter une certaine fluidité et une certaine, on va dire, réussite aussi pour l'attaque de cette équipe. Donc c'est un match très attendu, ça va se jouer à l'Allianz Arena. Jupp Heynckes a envie de gagner pour ne pas décourager finalement les supporters, parce que c'est perdu la dernière fois au moment où on attendait le titre. Donc ça va être un très 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 grand match ce week-end pour le compte de la 28e journée. Et aux dernières nouvelles, il semble que Marco Reus a été touché aux adducteurs. Oui, selon le staff, on travaille pour qu'il joue ce match, parce qu'on sait que c'est un match important. C'est clair. Mais si le joueur est carrément blessé, il ne faut pas le forcer. Parce que voilà, on prendrait des risques en le faisant. Justement. Et d'autres matchs qui ont lieu pour le compte de cette 28e journée. Stuttgart qui joue contre Hambourg. Offenheim reçoit Cologne. Le Bayer Leverkusen
a pour adversaire Osbourg. Schalke 04 joue Fribourg. Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou a rendez-vous avec Leipzig. Hertha Berlin, Wolfsburg, Werder Bremen, Francfort et puis Mayence, Mönchengladbach. Si vous voulez, on revoit un peu ce que donne le classement. Rappel, après la 27e journée, le Bayern est en tête avec 66 points, Schalke 2e 49 points, Dortmund 3e 48 points, Francfort 4e 45 points. Le Bayer Leverkusen boucle le top 5 avec 44 points. Au bas de tableau, c'est Fribourg 14e 30 points, 15e Wolfsburg 25 points, 16e Mayence 25 points aussi, 17e Cologne 20 points et Hambourg 18 points. Et ça se précise de plus en plus pour Lewandowski. Oui, pour Lewandowski, il va plus rester. Il ira du côté de la Maison Blanche, changer un peu d'air. Voilà. Pour prendre la place de qui, Franck Nuyama? Bon, je ne dirais pas qu'il prendrait la place de Cristiano, mais je pense que Zidane trouverait la meilleure combinaison pour faire jouer ces deux joueurs parce que Cristiano, vous le connaissez, il va pas vouloir jouer derrière Lewandowski. Donc je pense qu'il trouverait ce qui arrange l'équipe pour permettre à ces joueurs intéressants d'être ensemble sur le terrain sans problème. Si ça se précise, pour Lewandowski, ça ne s'est pas précisé. Pour Usain Bolt, qui a raté son test du côté de Dortmund. Mais Usain Bolt, c'est pas un joueur de football. Mais il nourrissait cette ambition-là. D'ailleurs, avec Manchester United. Vous le voyez sur un terrain de foot? Mais il a fait le test. En tant que professionnel? Moi, je ne le voyais pas, mais la médiatisation faite autour du jeu, c'est une star planétaire. En fait, c'est pour faire de la pub au club. Parce qu'il a fait déjà avec un club sud-africain. Justement. Merci de le rappeler. En tout cas, n'oublions pas que le Borussia Dortmund et la star jamaïcaine ont le même sponsor. Je n'ai rien dit. Mais ce serait quand même intéressant de le voir avec des foulées. Va-t-il dépasser Aubameyang? Forcément. Ah oui, c'est très... Je voudrais poser cette question. Lewandowski à la place de Karim Benzema ou de Gareth Bale au Real Madrid la saison prochaine? À la place de Benzema, tout simplement. Benzema. Roméo aussi est d'accord là-dessus. S'il y a quelqu'un qui va partir, ça doit être Benzema. En présence de Zidane. En tout cas, son contrat court jusqu'en 2021, j'imagine. Oui. Et Gareth Bale est plus proche de la porte que Benzema, qui a, on va dire, quelque part les faveurs du président et puis de Zinedine Zidane. Ah oui, le coach, il est là. Donc on verra bien. Sinon, les deux joueurs peuvent quitter le Real. Ça dépend aussi de ce qu'on leur propose, surtout Bale. Par rapport à la somme dépensée pour avoir Gareth Bale, ça va être compliqué de se séparer facilement de ce joueur. Et n'oubliez pas, lors des matchs amicaux pour le mondial, ce qu'a fait Gareth Bale avec sa sélection, ça peut lui donner encore, on va dire, une dernière chance pour être parmi les merengues. Avec une telle déclaration où il dit que tout le monde joue pour Cristiano Ronaldo. Franck Nuyama, est-ce que c'est la déclaration de Gareth Bale? Bon, c'est des choses qu'il faut prendre avec des pincettes. Maintenant, s'il a dit ça, véritablement, je pense qu'il sait qu'il quitte le club. Pour pouvoir faire de telles déclarations. Ah oui, parce que n'oublions pas que Gareth Bale fait partie du trio BBC dont on a longtemps parlé, donc du côté de la Casablanca. Merci beaucoup Franck Nuyama. En tant que jeune, on va filer de l'autre côté. Tutto Calcio Italia. Et nous parlons du Calcio, la Serie A italienne, avec ce gros choc également qui nous attend ce week-end. Ce sera entre la Juventus et le Milan AC. Les Bianconeri qui sont leaders dans cette Serie A, et puis les Rossoneri 6e. Armel, si jamais la Juve trébuche, ça ferait peut-être les affaires du Napoli qui joue face à Sassuolo. Ah oui, le club de Milan, qui a donc un rôle d'arbitre à jouer dans ce championnat, surtout lors de cette journée. Il ne va falloir surtout pas perdre ce match parce que jamais Naples est capable de repasser devant. Donc c'est un match en jeu. Ce qui mettra un peu de piment à cette rencontre, puisque cette affiche-là, elle est déséquilibrée. Vous pensez? Oui, depuis des années déjà. Mais sur la forme du moment des deux clubs?
sur la forme aussi, elle est déséquilibrée. Franchement, le Milan, même si Gattuso essaie de redresser cette équipe-là, ce n'est plus le grand Milan, ce n'est plus la grande confrontation à l'époque, hein, comme on le voyait lorsqu'il y avait les Pirlo, justement les Gattuso comme joueurs. Non, elle a changé cette affiche. Alors, ce suspense-là va être le seul élément qui pourrait peut-être obliger la Juventus à mettre vraiment la vitesse supérieure pour essayer de ne pas perdre sa place de premier dans le championnat. Roméo, on sait également que la Juve a joué le Real Madrid. Ce sera mardi. Est-ce que la programmation Juve, Milan, Juve, Real Madrid, c'est pas un handicap? Bon, peut-être que ça va être un match test pour la Juventus de Turin pour ne pas faire voir des fébrilités, pouvoir profiter peut-être à l'adversaire en Ligue européenne des champions, parce que c'est un match que le staff du Real Madrid doit suivre de près. La Juve face au Milan, bon, c'est une programmation, on ne peut pas faire autrement. Donc il faut tomber sur les gros et voilà, la Juve est tombée sur le Milan. Je crois que c'est un match qui est venu à point nommé pour la Juve pour pouvoir tester véritablement sa capacité de pouvoir rivaliser avec le Real Madrid. Ce qui est curieux, Franck, c'est que la Napoli, qui est deuxième au classement, joue Sassuolo, votre club. Oui, c'est l'avantage. Je crois que l'adversaire de Napoli est une proie facile. Prenable. Oui, prenable par rapport à l'adversaire de la Juve. Oui. Même si le Milan ne donne rien, ne montre plus grand-chose aujourd'hui, je crois que ça reste un grand club et ça peut être un match piège pour la Juventus. Donc il faut faire très très attention sur ce match-là. La Juve a la pression parce que derrière la tête, si on perdait et que Napoli gagnait, on perdrait sa première place. Donc c'est une pression supplémentaire pour les Bianconeri, mais je pense qu'ils ont les moyens d'aller chercher les Rossoneri. S'ils se loupent sur ce match, ça va faire l'affaire du Napoli. Surtout qu'à la 29e journée, 0 but partout entre Spal Ferrara et la Juventus. On va s'intéresser au calendrier de cette 30e journée qui se joue ce samedi. Bologne reçoit l'AS Roma. L'Inter Milan joue face à Hellas Vérone. Intéressant duel entre la Lazio Rome et Benevento. Atalanta Bergame affronte l'Udinese. Spal Ferrara se déplace en Gênes pour y défier Genoa. Cagliari reçoit Torino. Chievo Vérone sera face à la Sampdoria de Gênes. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, Sassuolo reçoit le Napoli. Et puis, ce gros choc entre la Juventus, les Bianconeri, face au Milan, c'est les Rossoneri. Et je crois que la fédération italienne a bien fait de programmer tous les matchs sur samedi. Exactement. Donc la Juve aura pas mal de jours pour se reposer. Ah, bene, comme vous le dites si bien. Et puis l'information, c'est que Quado à Samoa pourrait peut-être rejoindre l'Inter Milan. C'est une bonne nouvelle pour l'international ghanéen. Oui, le Ghanéen qui a longtemps fait avec la Juve va changer un peu d'air. C'est un joueur intéressant, même s'il prend de l'âge aujourd'hui et n'est plus capable de se donner à 100%. Je pense que ce serait bien pour les Nerazzurri, qui est certainement envie de densifier un peu leur milieu de terrain. Le joueur ghanéen est un joueur intéressant et une bonne pioche, pourquoi pas. Autre joueur intéressant qui a eu, on peut dire, la palme d'or du côté du CIES, c'est Kalidou Koulibaly, élu ou bien nommé meilleur défenseur élu de la planète football. C'était satisfait, hein? Oui, devant les Thiago Silva, Piqué, tout ça là, je pense que le Sénégalais, l'international sénégalais, mérite cette élection, cette distinction, j'allais dire. Ça va profiter, pourquoi pas, au Lion de la Teranga, à la Coupe du Monde, parce que être défenseur et avoir ces qualités-là, c'est pas donné à n'importe qui. Et si c'est un Africain, pourquoi pas. Et dire que Didier Deschamps a voulu convoquer les joueurs en équipe de France. On va suivre tout ça, tous les matchs de la Serie A italienne qui se disputent ce samedi. Nous bouclons cette fois-ci avec l'autre majeur. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club.
Et nous parlons de la Ligue 1 Conforama avec quelques rencontres déjà au programme ce vendredi. Il y a quoi? Il y a Dijon face à Marseille. C'est un match, on peut dire, oui, peut-être par endroit également déséquilibré. Bon, est-ce que Dijon va être disjoncté par l'Olympique de Marseille? On verra ça de très très près. Guingamp qui joue face à Bordeaux. Nantes-Saint-Etienne, c'est un classique de la Ligue 1 au niveau de ce championnat de France. Strasbourg qui sera face à Metz. Intéressant match à suivre entre Troyes et puis Nice. Montpellier joue Caen en déplacement. Lille, qui est dans la torpeur, qui est dans vraiment le dur, reçoit Amiens de Serge Gakpé. Lyon sera face à Toulouse. Et le grand match qui nous attend déjà dès demain, c'est la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain sans Neymar et l'AS Monaco. Franck Nouyama, c'est un match peut-être encore a priori déséquilibré. La saison dernière, le Paris Saint-Germain l'a emporté 4-1 devant les Monégasques. Depuis quelques années déjà, on ne voit que le Paris Saint-Germain sur cette compétition gagnée, je crois 4 fois déjà. Donc sur le plan motivation, c'est bien pour les hommes d'Unai Emery. Oui. Maintenant, côté monégasque, on a envie de renverser un peu les choses, de faire voir autre chose au public sportif français. En gagnant cette coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Je crois que ça va être compliqué, mais ils ont quand même les moyens de pouvoir y arriver. Maintenant, je pense que sur le plan effectif, le Paris Saint-Germain est nettement devant le Monaco. Surtout qu'on parle aussi du départ de Fabinho pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi c'est en ce moment précis qu'on l'annonce? Je ne sais pas. Maintenant, c'est sûr qu'on va suivre une très bonne finale. Il y a une certaine détermination du côté des Monégasques. Roméo, le Paris Saint-Germain sans Neymar, mais Cavani est bien présent. Lui, il a déjà marqué dans les 4 dernières finales de ce club-là. Je pense que c'est un match déséquilibré sur le papier, même sur la pelouse, c'est déséquilibré. Parce que Paris Saint-Germain n'a que ces petits trophées-là pour enfin redorer... Petite trophée. Oui, parce que la Ligue des Champions, c'était l'objectif principal des Parisiens, mais ils l'ont raté. Donc il faut confirmer son hégémonie sur la France, gagner ce trophée pour la 5e fois d'affilée. Je crois que c'est bien pour les Parisiens maintenant. Quand on prend Monaco cette saison, je crois que l'équipe a fait de son mieux pour être toujours dans la danse, parce que les meilleurs éléments sont partis. Il faut faire avec les autres. Je crois que Leonardo Jardim a fait un énorme travail avec les Monégasques. Malheureusement pour Monaco, Keita Baldé est incertain pour cette rencontre. Peut-être que c'est là où c'est un peu dommage pour l'AS Monaco. Et on va parler de ce Edinson Cavani. En l'absence de Neymar, il va encore briller ce soir. Forcément, c'est l'homme providentiel du Paris Saint-Germain. Même avec la présence du Brésilien, je l'ai toujours dit. Cavani, c'est un joueur très important également. Là, les affirmations, les déclarations de Jardim ont même déjà confirmé ce que viennent de dire Roméo et Franck. Une meilleure finale que l'année passée. Voilà, on espère qu'on fera une meilleure finale. L'année passée, ils ont perdu sévèrement 4-1. Cette année, je pense aussi que cette équipe-là n'ira pas chercher ce trophée-là, surtout que le Paris Saint-Germain maintenant sait qu'il a déjà tout perdu, et donc ce serait encore que de l'huile sur le feu si le Paris Saint-Germain perdait encore cette finale-là. Donc Monaco, c'est mal parti à mon avis. Et la nouvelle également qui vient de tomber qui est tombée depuis hier, c'est le départ effectif de Hatem Ben Arfa du club. Il a annoncé sur son compte mais la Instagram. dernière fois, on se demandait s'il était toujours au Paris Saint-Germain. Il gagnait ses 500 000 euros par mois sans jouer. Donc la vie est belle. Donc, donc finalement, c'est une aventure qui va s'arrêter parce que quand même le Paris Saint-Germain n'a pas envie de jeter de l'argent par la fenêtre, parce qu'un joueur qui ne joue pas et qui est payé à 500 000 euros par mois, c'est quand même une fortune. Donc le joueur ira voir ailleurs. Il a du talent, et il a prouvé, donc je pense qu'on peut lui souhaiter bonne chance. Mais c'est surtout le joueur qui décide de partir, ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui veut s'en séparer. On n'a jamais compris ce choix. Un aveu d'échec
Totalement de la part du club et aussi du joueur, même si lui forcément il ne voyait pas les choses comme ça, il voulait une progression, une marge de progression. Il a quitté Nice. C'est dommage, c'est humiliant qu'on ait traité ce joueur-là. Mais voilà, je pense qu'il va aller se refaire une bonne santé ailleurs. Je crois que c'est un manque à gagner également pour la sélection française. Quand vous avez des joueurs talentueux qui n'arrivent pas à s'exprimer, je crois que si Paris, Hatem Ben Arfa avait un temps de jeu assez conséquent, ça pouvait profiter à la sélection française. Maintenant, un joueur talentueux qu'on laisse sur le banc et finalement, il en a marre, il veut quitter. C'est pas très bien pour le football français. Ah oui, Hatem Ben Arfa, c'est un joueur qui aime la percussion, les appels en profondeur. Ouais. C'est un génie, hein, il faut le reconnaître. La saison dernière, un peu dans le registre de Florian Thauvin, oui. Un joueur qui aime posséder le ballon et qui aime faire des dribbles avec son pied gauche. Donc, il est bon quand même. C'est quand même curieux de ne pas avoir quand même Hatem Ben Arfa continuer sa progression du côté du club francilien. C'est une finale également qui va se dérouler sur fond de sécurité. Il faut le rappeler, avec 41 000 spectateurs, c'est vrai, mais 800 policiers qui seront mobilisés pour cette finale. Vous le savez bien, chers spécialistes, la dernière fois, il y a eu un attentat terroriste du côté du sol français. Et cet officier-là, Arnaud Beltrame, qui a été tout simplement, entre guillemets, supprimé ou tué, il va y avoir une minute de silence sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est ce qu'a décidé la Ligue de football professionnel. Ça fait mal qu'on assiste à ces scènes-là, ces derniers moments sur le vieux continent, même aux États-Unis d'Amérique. Je pense que le sport n'a pas besoin de ça. Il faudrait que, ceux qui réclament, c'est pas quoi, ils sont dans leur droit de réclamer, mais faut pas s'en prendre à des innocents. Il y a des personnes indiquées, il faut discuter. Si vous ne pouvez pas discuter, vous savez là où vous pouvez aller régler vos comptes sur un champ de bataille. Il ne faut pas tuer des innocents pour rien. Et cette belle finale de la Coupe de la Ligue qui va se jouer à guichet fermé, c'est pas bien parce qu'on veut prendre les mesures de sécurité. Je crois que le football n'a pas besoin de ça. Ah oui, c'est triste oui, souvent. C'est triste pour ce gendarme qui a voulu sauver la vie d'une femme et qui a été tué à l'arrivée. Arnaud Beltrame a été toujours un gendarme exemplaire selon les autorités françaises. Oui. Voilà, hier, il a été porté en terre et on va lui rendre hommage en début de ce match. Mais je pense que c'est triste. Et comme Roméo l'a dit, on n'a pas besoin d'arriver là et de tuer des innocents pour rien. La finale de cette Coupe de la Ligue, c'est demain samedi à partir de 19h05, entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Le match a lieu au Matmut Atlantique. À Bordeaux. Ouais. Ce n'est plus Chabon Delmas. Ah non, ça c'était le vieux nom de cette formation bordelaise. Vous êtes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe. Les spécialistes sont là en studio. Franck Dougnama, Roméo Yetor et Armel Wabam. On va s'intéresser également à la Super Ligue qui va égrener son 27e chapitre avec ce club-là, Istanbul Başakşehir d'Emmanuel Adebayor, qui est juste à 1 point derrière Galatasaray. C'est un mano à mano qui continue dans ce championnat. Vraiment, parce qu'entre-temps, c'était Başakşehir d'Emmanuel Adebayor qui a pris le dessus. Oui. Après, ils ont relâché. Galatasaray est passé encore devant. Comme vous le dites, c'est un mano à mano. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin du championnat. Maintenant, Emmanuel Adebayor et les siens ont envie quand même d'être champion cette année. Et pour arriver là, il faut pouvoir jouer, il faut pouvoir gagner les matchs pour passer devant ce club mythique qu'est Galatasaray. Et même personnellement pour le joueur, enfin de brandir un autre trophée collectif après la seule Coupe du Roi de sa carrière, ce serait une très bonne chose. Du côté du Real Madrid, à l'époque, on se rappelle. Et ce week-end, c'est-à-dire dimanche, Istanbul Başakşehir est en déplacement sur la pelouse d'Akhisar. On va suivre ce match de très très près et Galatasaray joue face à Trabzonspor. Nous rappelons qu'il y a un seul point entre les deux formations. Beşiktaş est 3e avec 50 points. Et au niveau du classement des buteurs, Bafétimbi Gomis est seul meilleur buteur avec 25 réalisations, suivi de Burak Yilmaz de Trabzonspor, 20 buts.
Et puis, Jahovic. Bon, Jahovic, hein, bon, voilà. Le Konyaspor avec 16 réalisations. On va s'intéresser. Emmanuel Adebayor est à combien? Normalement, il doit être dans le quoi, dans les 10 meilleurs 13, ou 13 meilleurs buteurs. On va peut-être voir ça de très très près et assez vite. Emmanuel Adebayor du Togo est, je crois, 7e meilleur buteur du championnat avec 12 buts, dont un penalty. C'est quand même un bon ratio. Hein, oui, c'est bien pour lui. Oui. Un bon ratio en phase terminale. Absolument, absolument. Bien, cette fois-ci, on va faire un clin d'œil. On va écouter, on va relever les questions de nos auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Et la première question, oui, je pense que Armel Wabassa s'active déjà. La première question, elle va nous arriver dans quelques petits instants. On va s'intéresser à cette première question. Il semble que Harry Kane sera de retour pour jouer le derby de Londres entre Chelsea et Tottenham. On en parlait même tout à l'heure. La question est de Cephas Niakbolondjro. Monsieur Niakbolondjro, non, Harry Kane ne jouera pas ce match. Oui. En tout cas, si on s'en tire aux déclarations de Mauricio Pochettino, qui a répondu à cette question en disant « Il reste quelques jours avant le match. Je ne peux pas dire non, mais je ne peux pas dire oui. S'il ne fait pas son retour ce week-end, ce sera peut-être le suivant. » En clair, une réponse évasive. Voilà. Donc ça veut dire que Harry Kane n'est pas certain de disputer ce derby de Londres entre Chelsea et la formation de Tottenham. La deuxième question, est-ce que la Coupe de la Ligue en Angleterre ou en France n'est pas une compétition de trop pour les clubs? Oui, une compétition de trop, oui, dans la mesure où on sait combien de matchs ces joueurs-là alignent dans une seule saison, oui. Mais elle n'est pas de trop à mon avis parce que ce sont des coupes qui viennent maintenant donner la possibilité aux joueurs, aux clubs d'être qualifiés directement pour des compétitions européennes. Alors, pour certains clubs en tout cas, c'est vraiment une opportunité. Oui, on peut le dire que c'est des compétitions de plus et qui vont fatiguer les joueurs. Oui. Quand on voit un peu le nombre de matchs programmés chaque saison pour les joueurs de très haut niveau, c'est des compétitions qu'on peut laisser tomber. Maintenant, au-delà, c'est comme Armel l'a dit, c'est des compétitions qui permettent d'avoir des billets pour l'échiquier européen. Oui. Et puis la Ligue, souvent, la Ligue qui organise le championnat a envie quand même d'avoir un trophée pour les joueurs, pour les clubs. Donc, c'est à partir de là que ces genres de compétitions ont été initiés. Exact. Voilà, donc je pense que c'est mauvais d'un côté, c'est bon pour l'autre aussi. Oui. Ces compétitions ne devraient pas être des compétitions de trop pour les championnats cités, parce que on sait que quand vous prenez chaque club, il y a les titulaires, il y a ceux qui sont sur le banc. Oui. Peut-être ce sont des ouvertures ou des possibilités pour les joueurs qui ne sont pas à chaque fois titularisés de pouvoir jouer ces compétitions pour rester, donc pour maintenir la forme, être en jambe pour peut-être les compétitions phares du club. Mais ce fait qu'il y a certaines équipes qui sont insatiables, qui veulent tout gagner, ce qui fait que vous retrouvez les mêmes joueurs en championnat, les mêmes joueurs dans les clubs. Ça fatigue ces joueurs-là. Oui. Il faut donner l'opportunité, la possibilité aux autres qui ne sont pas titulaires de pouvoir s'exprimer sur ces compétitions-là. Ah oui, on a senti le coup de gueule de Romain Yétan qui demande aux entraîneurs de faire un turnover, histoire quand même de permettre aux effectifs de pouvoir souffler. La troisième question, Kylian Mbappé est-il capable de jouer dans d'autres championnats en Europe? Barthélémy Foumé. Non, il peut jouer. Je pense que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Il a la vitesse, il a l'intelligence dans le jeu. Donc voilà, pourquoi pas. Et on sait que il était un fan du Real et il avait envie, mais il a dit clairement qu'il voulait grandir un peu au Paris Saint-Germain avant peut-être d'aller en Espagne. Donc c'est un joueur. Il a grandi face au Real justement. Oui. C'est un joueur capable de jouer un peu partout en Europe. Ouais, il peut évoluer un peu partout, il suffit de... Et quel championnat lui va selon vous, votre aide spécialiste? Espagne, parce que par rapport
à la morphologie du joueur, par rapport à ses déplacements, ses techniques. Je crois que l'Espagne lui conviendrait mieux. Maintenant, si après 2 saisons, on voit un autre Mbappé, pourquoi pas l'Angleterre? Parce que le rêve pratiquement des joueurs s'est dévoilé dans ce championnat très relevé, très suivi à travers le monde. Je crois que Kylian Mbappé peut évoluer dans n'importe quel championnat. Il a quitté Monaco pour le Paris Saint-Germain, l'intégration a été rapidement faite. Je pense réellement que, bon, comme son club c'est le Real Madrid, pourquoi pas finir avec Cristiano Ronaldo avant qu'il ne quitte la Casablanca. C'est un beau rêve de le voir jouer avec son idole. Et je pense qu'il va falloir également muscler un peu son corps parce que c'est très très important. Fini pour les questions des auditeurs. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux termes sportifs. Et nous parlons du terme sportif avec le professeur Armel Ouabar. Armel, nous vous écoutons. Oui, alors, chers élèves, aujourd'hui, nous allons... Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lobe avec l'orthographe L-O-B-E. La définition, elle consiste, cette technique-là, elle consiste à envoyer la balle au-dessus de l'adversaire de telle sorte qu'il ne puisse pas la saisir, qu'il ne puisse la saisir cette balle. C'est simple, hein? Et le plus souvent, le lobe, il est fait pour marquer un but. Maintenant, les synonymes du lobe, on a la chandelle, on a la bougie également, on a le cierge. Le lobe peut être fait non seulement dans le foot, mais au tennis, au handball, même au basketball. Voilà. Maintenant, on a aussi un synonyme du lobe, la louche, qui se fait dans le football. Mais la différence est que la louche, elle ne vient pas forcément pour marquer un but, mais pour prendre toute une zone sur le terrain à défaut. Voilà, on fait la louche pour carrément mettre les défenseurs, voilà, pour mettre le ballon dans le dos des défenseurs, histoire de permettre à un coéquipier de venir compléter l'action. Pour faire simple pour la louche, toi, Barane, quoi. C'est ça. Et puis, 2 pièces, 3 pièces, comme tu veux. Je me suis intéressé au lobe le plus distant jamais réalisé en football. D'accord. Eh bien, il est d'un joueur qui n'est pas trop connu, Fares Balouli. Il est milieu offensif, jeune joueur, milieu offensif de Monaco. C'était le 30 avril. Ah, Balouli, oui. Voilà, le 30 avril. C'était marocain ou tunisien? Un Tunisien. Tunisien, d'accord. Le 30 avril 2016, Monaco jouait face à Mont-de-Marsan, voilà, les coupes au niveau de la France. D'accord. Il a fait un lobe de 57 mètres. Tout simplement. Incroyable. Il fallait oser. Ah pour oui. permettre à son club d'avoir la victoire. Ah, donc c'est un lobe gagnant. Gagnant. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Devant 57 mètres. Ah oui. Tout simplement. Et y a-t-il des spécialistes dans la matière? Oui, les spécialistes, il y a Adam, le joueur de Stoke City. Oui, Charlie Adam. Charlie Adam. Oui. Il en est un spécialiste vraiment au niveau de l'Angleterre. Oui. On avait aussi dans le temps Juninho qui le faisait pas mal. Oui, celui qui est passé par l'Olympique Lyonnais. Voilà, le Brésilien. Le Brésilien. D'accord. Il le faisait pas mal aussi. Ce sont les deux là que je connais véritablement. Ah oui, le lobe, hein, il va falloir être très précis, précis. Et avoir le compas dans l'œil. Avoir une disposition technique au-dessus de la moyenne pour réaliser des gestes comme ça. Quand c'est bien réussi, ça fait toujours plaisir de voir et de revoir. Ah oui, les lobes en petit poteau, Roméo, ça existe? Oui, ça existe. Ça existe. Quand vous voyez le gardien là, il faut être encore très précis. Vous le lobez, mais je crois que c'est un geste très intéressant à regarder, mais ça ridiculise un peu les gardiens de but. Ah oui, c'est ça. Imaginez un lobe, le gardien il court vers l'arrière et il tombe dans les filets. Il a l'impression qu'il va la rattraper, mais il ne la rattrape jamais. Est-ce que le geste zlatanesque à l'époque face à l'Angleterre, depuis le cercle médian, est-ce que c'est un lobe? Vous vous rappelez de ce geste acrobatique? Et c'était encore très difficile puisqu'il était dos au but et pratiquement centré vers la ligne de touche. Exact. Voilà, là encore c'était très réussi. Ah oui, c'est un but qui reste dans les mémoires, dans les annales du football. Zlatan Ibrahimovic. On va le suivre cette fois-ci du côté de la MLS. Merci beaucoup, professeur. Oui, la classe, elle est terminée. Intéressant. Et l'on s'achemine progressivement vers la fin de ce numéro 484. Nous allons, comme d'habitude, adresser quelques mots de salutation à nos inconditionnels. Qui prend la parole? Oui, Julien Adalété,
J'ai eu 5 messages. Ah, d'accord. Voilà, coucou à toi. Il vous réclame quelque chose? Oui, voilà, les crédits que je lui dois. Coucou à toi, coucou à tout le monde, à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Ok. Roméo? Je vais changer un peu ma liste aujourd'hui. Allez-y, vous avez le droit. Delanove reçoit nos salutations. Zarif le Madrilène, sénateur Palmer Koumordi, tous ceux qui sont très actifs sur la plateforme PFE, recevez nos salutations, sans oublier les dames qui s'intéressent également au sport. Ah oui, sur cette plateforme, il y a quoi? Il y a Léonce, il y a Sika, il y a Evelyne Benedji, il y a Solange, et qui d'autre encore? Elles sont nombreuses, hein. Bon, elles sont nombreuses. Il y a Fifi à Sogbavi aussi. Voilà, qu'on salue au passage. Franck Nouniama. Oui, bonjour Esther, bonjour Gloria, bonjour à Péné, bonjour à Titi, bonjour à Pascal Daniel, bonjour également à Kenneth, Innocent le taximan, One Love le Barcelonais, bonjour à l'honorable Joseph Akoda, bonjour à la directrice générale de cette radio, bonjour à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, excellent week-end. Et surtout, très bon week-end, Pascal. Oui, Pascal. Ah oui, surtout ça. Il faut le préciser. Il faut le préciser, oui. Franck Nouniama. Oui. On salue également Eligno, John, Julien, et puis Ahmed et Dovi et Sam. Nous saluons également Meïté, Charligno, Gordo n'est pas du reste. Torres également, Augustin, Benayassou, bon anniversaire à vous. Et bonjour également au club de Solidarité Football Club. Boga le taximan, bonjour à toi, tu nous suis également très très souvent. Ortega n'est pas oublié. On salue également Yvette Coulset. Et tous ceux qui nous suivent du côté d'Ablogame, d'Avedji, d'Akodesewa, d'Adido Gome et du côté de Tchevier. Je suis tombé l'autre fois sur un nouvel auditeur qui suit cette émission. D'accord. Il est du côté du service de la documentation, service de passeport. Oui. Il s'appelle tout simplement Soukoulvi. 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 Ah, c'est quand même particulier comme prénom. Hein. Voilà. Bonjour à toi, Soukoulvi. Et voilà. Aujourd'hui, Ezekiel Ayataï n'était pas des nôtres. Bonjour à toi. Et nous saluons également Fifi à Sogbavi. Et puis, chers spécialistes, on se souhaite un très bon week-end, une très bonne journée de vendredi, Pascal. Bonne fête. Oui, bonne fête à nous tous. Fête, et surtout bonne santé. Surtout ça. C'est ça. La résurrection du Christ, voilà, pour que les choses qui sont... Ah, il va commencer à mourir. Vu que ça nous lave de tous nos péchés. C'est un peu triste. Ah, vivement. Et nous saluons aussi au passage Elom Adovan qui a un travail formidable. Durant les 1h30, nous sommes assis, lui il est debout pour réaliser la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci beaucoup, monsieur Adovon. Il est déjà prêt pour le chemin de croix. Ah, bonjour à Moudi Falana. Il est déjà dans la couture. Et c'est sur cette bonne ambiance que nous mettons fin à ce numéro 484, mis en onde par Théo Javon. Bonjour au passage également à Benoît Nousoupoué qui nous suit de très très près. Chers spécialistes, on se dit à vendredi prochain. Ouais, exactement. Bye bye. Je vais faire le petit Jésus, donc passez me voir. D'accord, c'est très très cool. Merci beaucoup à tous. Passez une excellente journée de vendredi en compagnie des programmes de Sport FM, la radio qui mouille, le maillot. Ciao, ciao.